Alors, Émile est, je retrouve le bon endroit. Ouais, Émile commence sa deuxième année de thèse aux arts et métiers après avoir fait Centrale Nantes. Et sa recherche porte sur l'intégration des démarches low-tech en conception de systèmes sociotechniques. Et Émile Zufik coordonne les projets d'industrie low-tech et de réindustrialisation territoriale de l'association marseillaise Armema. Il est aussi le co-auteur de la bande dessinée À portée de main, mettant en récit et images des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Messieurs, vous avez 20-25 minutes. Ça marche. Et ça a l'air tout bon. Et merci Marc pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter un travail que j'ai fait dans le cadre de ma thèse, une étude exploratoire de l'intégration de démarches low-tech en milieu industriel. Donc globalement, je vais faire un petit peu de contexte, présenter les objectifs et la méthode de cette étude et les résultats. Lucas Zufik de l'association Armema fera un exemple en parlant des activités de son association, et puis voilà, une petite conclusion avec une discussion. Un peu de contexte autour des démarches low-tech, ce qui existe aujourd'hui. Donc on a notamment des études qui portent sur des activités qui se sont construites autour de valeurs low-tech. Donc des études comme pour l'ADEME autour des démarches low-tech qui ont contribué à définir ce que sont les démarches low-tech ou à proposer des définitions. Pareil, on a dans le milieu académique des études de définition, par exemple en proposant des ensembles de principes ou un système de valeurs autour des démarches low-tech, ou des études comme les enquêtes du Low-Tech Lab, qui ont étudié des activités low-tech pour en tirer des enseignements sur les formes qu'elles peuvent prendre. Et puis il y a d'autres études, donc par exemple sur l'intégration de démarches low-tech dans d'autres contextes à l'échelle de territoire, sur les écosystèmes industriels. Mais du coup, globalement, ce que je tire de ça ici, c'est qu'il y a globalement peu d'études qui étudient les démarches low-tech et particulièrement peu d'études sur l'intégration de démarches low-tech concernant la transformation d'activités existantes. Donc l'objectif ici, ça va être de dresser un panorama d'approche d'intégration de démarches low-tech dans des contextes industriels déjà existants. La méthode que j'ai suivie, donc, c'est une série d'entretiens auprès de 7 personnes au sein de 5 structures différentes, dans des contextes très divers. Le but, c'est un panorama, comme je l'ai dit. C'est pas dans le but de dresser des tendances, c'est plus dans le but de montrer la diversité de choses qui peuvent exister. Donc, une diversité dans les périmètres d'études, donc à la fois dans les secteurs, dans les tailles des structures, dans le type d'intégration qu'elle cherche à mettre. Et donc mon entretien a été construit notamment avec des questions autour des définitions que ces personnes peuvent avoir du terme low-tech, la manière dont elles l'utilisent, autour de l'émergence de ce projet d'intégration de démarche low-tech, donc notamment les motivations qui l'ont fait naître, et puis sur sa mise en place et les freins et leviers à cette mise en place. Donc j'ai analysé ça avec un logiciel qui s'appelle Qualcoder, et puis j'ai mis ça en comparaison avec donc les études de cas des enquêtes du Low-Tech Lab. Donc comme je l'ai dit, 9 enquêtes qui ont été menées par l'association Low-Tech Lab, à peu près 2 semaines d'enquête dans chaque structure, donc des enquêtes assez poussées, dans des activités qui étaient identifiées par le Low-Tech Lab comme accordées avec le système de valeurs low-tech. Et donc, je considère ces activités, puisqu'elles sont parmi celles qui sont les mieux décrites comme des activités low-tech, je prends ça comme une base de comparaison, une référence. Alors, comment définir les démarches low-tech, à la fois pour les enquêtes du Low-Tech Lab et à la fois dans nos cas d'études? Ce qui revient donc du rapport, notamment, là je vais surtout citer le rapport produit par le Low-Tech Lab à l'issue des enquêtes. Les démarches low-tech sont décrites sous 2 aspects. Déjà, un premier aspect qui est un aspect critique. Les démarches low-tech portent cette critique de remise en question des façons de faire actuelles, et notamment l'idée de montrer qu'il existe des alternatives. Ça s'oppose au fameux « there is no alternative ». Et second aspect, c'est l'objectif de ces démarches, un objectif comme un projet politique visant la réappropriation à la fois des techniques,
donc réappropriation des connaissances, des savoir-faire, réappropriation des besoins, notamment la capacité de les identifier et la capacité à arbitrer ces besoins, et réappropriation des ressources et du temps qui sont nécessaires à ces premières, à l'utilisation des techniques et à la réponse aux besoins. Dans mes cas d'études, donc déjà le Molotech qualifie principalement une démarche ou une philosophie, mais certains des cas l'utilisent seulement pour caractériser des objets. Donc ça va être assez difficile dans ces cas-là de parler d'intégration de démarche low-tech, puisque le mot low-tech est simplement une étiquette apposée à un objet. Les critères qui reviennent principalement, donc déjà le mot local, enfin sur l'aspect local. Il y a différents mots-clés qui reviennent, mais globalement, derrière le mot local, il y a l'idée de valoriser les compétences locales, il y a l'idée de s'intéresser à la culture vernaculaire, et il y a l'idée de développer la résilience locale. La question des besoins revient aussi très souvent, mais c'est rarement très bien défini, enfin, c'est même toujours jamais très bien défini. La manière de définir le besoin, qu'est-ce que c'est un besoin, qu'est-ce que ça veut dire utile, qu'est-ce que c'est un besoin essentiel, qu'est-ce que ça veut dire, c'est jamais très précis. Et puis, oui, si je veux revenir faire un parallèle avec la définition issue des enquêtes du Low-Tech Lab, l'idée de réappropriation qui était au cœur de leur définition, de leur objectif, finalement, il revient très peu, moi, dans mes cas d'études. Les acteurs que j'ai consultés n'ont pas cette vision d'objectif à proprement parler. Éventuellement, ça se retrouve avec les mots-clés liés à l'accessibilité, à l'appropriable, mais qui sont principalement, dans mes cas d'études, liés à des aspects techniques. Donc, l'idée de choses qui se font manuellement, l'idée de choses simples, l'idée de l'open source. Et donc, bon, voilà, je m'arrête là pour la partie définition. Les motivations à l'intégration de démarches low-tech. Déjà, j'identifie 3 types d'intégration de démarches low-tech dans mes cas d'études. Il y a l'ajout d'un nouveau produit à une activité existante, il y a la création d'une nouvelle activité, il y a la transformation d'une activité existante et de son écosystème. La première catégorie ajout, c'est celle notamment qui utilise le mot low-tech surtout comme étiquette à un produit. Donc je ne vais pas trop la détailler ici. Dans la partie création, les motivations, on voit que motivations économiques et éthiques sont les principales. En fait, elles sont très liées dans ces cas d'études. C'est l'idée de démarches low-tech, notamment par la coopération, qui permettent de rendre compétitives des pratiques jugées plus vertueuses. Donc c'est une combinaison des motivations économiques et éthiques. Et pour la troisième, autour des transformations, une motivation qui revient très souvent, c'est autour des vulnérabilités identifiées pour le système, et notamment, les vulnérabilités. Il y a un terme qui est revenu plusieurs fois, qui est le terme de polycrise. C'est l'idée qu'il y a des crises systémiques, des crises globales et des vulnérabilités auxquelles ces systèmes industriels sont confrontés et auxquelles ils vont devoir s'adapter, rendre leur système adaptable. Et donc c'est une motivation à s'intéresser aux démarches low-tech. Je vais aller assez vite sur les freins et leviers. Il y en a beaucoup qui reviennent très, très souvent, qui sont assez classiques, autour de la concurrence économique, autour du fait qu'on n'a pas d'exemple de ce que sont des intégrations de démarches low-tech en milieu industriel. Donc il y a tout à inventer et il y a beaucoup à faire. Et principalement, comme frein, ce qui revient principalement, c'est la différence de paradigme entre le paradigme des démarches low-tech et le paradigme industriel conventionnel. Et puis l'état de l'industrie actuelle sur les territoires. Et parmi les leviers, pareil, des leviers assez classiques autour de la communication, notamment d'utiliser des alternatives, le fait qu'il y a besoin de faire évoluer les normes de ce paradigme industriel et que pour ça, il faut visibiliser qu'il y a des alternatives et il faut former notamment les organismes certificateurs à la connaissance de ces alternatives. Et donc ça passe notamment par beaucoup de recherches sur ces pratiques pour qu'elles puissent être compatibles avec les normes et que les normes plutôt deviennent compatibles avec ces activités. Et puis, il y a eu aussi très souvent l'idée de profiter de conjoncture, donc notamment l'idée de tirer profit d'une crise
pour déclencher une motivation à s'intéresser à une alternative ou à s'intéresser aux démarches low-tech. Pour la suite, je vais passer la main à Lucas, du coup, pour que tu nous fasses un retour de l'expérience. Avec grand plaisir. Merci. Comment ça marche? Juste pour comprendre, vous travaillez ensemble ou vous êtes juste complémentaires sur la conférence ici? On est complémentaires. Et un de mes cas d'études était avec l'association Amerma, que Lucas représente ici. Voilà. Et avec aussi, il me semble, des structures avec lesquelles on travaille, et je vais vous en dire un peu plus tout de suite. Donc Amerma, c'est une association marseillaise qui a à peu près 3 ans aujourd'hui, qui essaye d'étudier, d'expérimenter, de mettre en œuvre des approches industrielles ou productives low-tech, dans l'idée de favoriser une production locale, durable, utile, accessible. Vous avez compris, une production low-tech. Donc on fait des études sur les nouvelles approches de production et l'industrie low-tech. On commence à accompagner des entreprises productives du territoire vers la sobriété industrielle, donc à mettre en place des solutions techniques et organisationnelles pour aller vers cette sobriété. Et enfin, et c'est peut-être le point sur lequel je vais le plus m'attarder tout à l'heure, c'est on essaye d'initier et d'animer des démarches coopératives ou des dynamiques coopératives pour structurer des filières locales de production low-tech. Voilà, donc on parle évidemment de proximité, de circularité, de sobriété, tout ça pour produire localement des biens qui sont essentiels au territoire. Donc on s'inscrit pleinement dans la visée d'une démarche low-tech. On avait fait une première étude pour l'ADEME-PACA qui est parue en 2023, qui s'appelle « Étude sur l'opportunité du déploiement d'un écosystème industriel low-tech en PACA ». Avec un super schéma fait par Goodwill, où on essayait de s'intéresser principalement aux outils de production pour favoriser le retour d'une production locale. Comment on pouvait faire finalement, comment on pouvait faire pour produire localement avec des outils qui sont existants, donc notamment en passant par des dynamiques de mutualisation ou de rétrofit, c'est-à-dire de remise en état et en marche et au goût du jour de machines vieilles, non utilisées, qui existent sur le territoire mais qui du coup dorment dans des hangars. Passer évidemment par l'éco-conception, l'autoconception, la maintenance et aussi évidemment des nouveaux modèles économiques avec l'économie de la fonctionnalité. On avait étudié dans cette étude 4 cas principaux et donc du coup des entreprises qui finalement mettaient en place une démarche low-tech, que ce soit sur un produit ou que ce soit dans une dynamique globale, mais qui n'utilisaient pas forcément cette terminologie-là. Donc ça, c'était assez intéressant. Et ce sont 4 entreprises qui sont sur le territoire marseillais ou alentour. Voilà, je vous engage à aller voir si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on en fait une deuxième qu'on est en train de finaliser, qui est sur un autre territoire beaucoup plus large, qui est en train de... On essaye d'analyser au niveau économique, technique, mais aussi organisationnel, des projets, finalement, des filières industrielles low-tech sur tout le bassin méditerranéen occidental, pour essayer d'étudier finalement comment ces modèles existent, se structurent et pourraient être réplicables dans un contexte ou dans un contexte territorial qui est assez similaire ou qui risque d'être assez similaire au niveau notamment climatique. Et donc voilà, on s'intéresse à un territoire qui est beaucoup plus large. L'idée, c'est de s'inspirer de ce qui existe, d'étudier les potentiels de réplication, de coopérer entre structures qui mettent en place déjà ce genre de démarche. Et finalement, l'objectif un peu utopique, c'est que à terme, ça devienne la norme. Ça, je vais passer assez rapidement, c'est assez classique, mais on essaye d'accompagner des entreprises productives du territoire, faisant des diagnostics, des préconisations, un accompagnement technique, il manque un truc, non ? Accompagnement technique, mais aussi organisationnel, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour essayer de viser finalement cette proximité, sobriété, circularité, et après, évaluation, bilan, etc. Notamment, par exemple, on a accompagné des entreprises de transformation alimentaire au niveau de leur consommation en eau, en PACA, pour essayer de faire en sorte qu'elles consomment moins et mieux, et que ce soit adapté exactement à leurs besoins de production. Et je vais m'attarder un peu plus sur du coup l'initiation et l'animation de démarches coopératives
territoriale et sectorielle pour essayer de développer une démarche low-tech. Et c'est un peu ce que disait Émile tout à l'heure, et ça fait le lien, on est complémentaires. Sur voilà, le fait d'essayer de promouvoir des alternatives qui existent déjà aujourd'hui sur le territoire, mais qui souvent sont cantonnées à une faible échelle d'action. On parle de structures qui ont du mal à se développer et qui sont un peu la tête dans le guidon. Et nous, ce qu'on propose avec Amerma, c'est d'identifier sur le territoire ces structures d'un même secteur qui gagneraient à coopérer pour faire en sorte justement de mutualiser un maximum de choses, de partager des compétences, des connaissances, etc., dans une démarche de coopération. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Cooter, c'est notre projet qui est le plus avancé et qui est en phase de concrétisation. Cooter pour Coopérative Technique de Rénovation et Réhabilitation Exemplaire du bâtiment à Marseille. Le bâtiment à Marseille, c'est un enjeu social, culturel, patrimonial, économique, technique qui est énorme. Et donc du coup, ça fait totalement sens de s'intéresser au sujet de la rénovation du bâtiment. C'est un projet qui a été lancé par l'association en juillet 2024 et aujourd'hui, on est une association de préfiguration d'une société coopérative d'intérêt collectif qui regroupe à peu près 65 structures qui représentent tous les corps de métier de la rénovation du bâtiment. Donc les artisans, les architectes, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, des bureaux d'études, des organismes de formation, des labos de recherche, des fournisseurs matériaux, etc. etc. Dans l'idée, et là la concrétisation, elle va arriver prochainement, d'intégrer une plateforme mutualisée qui va permettre de promouvoir et de développer les pratiques de rénovation écologique du bâtiment. Donc les pratiques, mais aussi les matériaux, avec les matériaux de réemploi du BTP, mais aussi éco-matériaux, donc matériaux biosourcés, géosourcés. Voilà, en essayant de partager un maximum de choses, avec notamment un pôle R&D au niveau machines et matériaux, qui est assez innovant, disons, et qui va s'inscrire pleinement dans une démarche low-tech de recherche d'une réponse à un besoin extrêmement bien identifié, de sobriété, etc. Cette démarche qu'on a animée avec Amerma, donc c'est un processus qui est assez long, vous imaginez, de coordonner un peu l'action de 65 structures pendant plus d'un an, qui est assez long et qui est évolutif, disons. Et aujourd'hui qu'on est en phase de concrétisation, qu'on a une bonne visibilité de la méthode qu'on a mise en place, on essaye de le répliquer à d'autres filières. Et donc notamment, l'exemple que j'ai pris, mais ce n'est pas le seul, c'est une coopérative de valorisation textile issue de déchets du nautisme. Donc à Marseille, pareil, le nautisme, c'est une activité importante. Aujourd'hui, il y a des déchets qui sont des déchets ultimes, alors que en fait, c'est des matériaux qui sont considérés comme des déchets ultimes et traités comme des déchets ultimes, alors que c'est des matériaux qui sont neufs. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs structures qui essayent de s'intéresser à la revalorisation, à la valorisation de ces déchets-là. Et on essaye de faire en sorte que leur capacité de production et donc du coup de traitement de ces déchets passe un peu à l'échelle du gisement. Par exemple, aujourd'hui, on a une société qui s'appelle Canal 16 Lab. Ils récupèrent des radeaux de sauvetage. Donc des radeaux de sauvetage, ce sont des radeaux qui sont un matériel obligatoire de sécurité sur un bateau. Au bout de 15 ans, même s'ils n'ont jamais servi, ils passent de neuf à déchets ultimes enfouis. Et donc, alors que c'est un super matériau, cette entreprise, Canal 16 Lab, elle récupère des radeaux. Et vous voyez, c'est une démarche qui est... aujourd'hui, la façon dont ils valorisent, c'est extrêmement démécanisé. C'est manuel, voilà. Donc je vous ai mis un peu toutes les étapes du gisement jusqu'au sac. Et donc les radeaux, déjà, c'est pas le seul textile comme ça, il y en a d'autres. Voilà, des bâches, etc. Et Canal 16 Lab n'est pas la seule entreprise sur notre territoire à Marseille à s'intéresser à ce gisement. Canal 16 Lab, aujourd'hui, c'est les seuls à faire réellement de la production. Il y en a d'autres qui veulent le faire. Mais sur les 20 tonnes de gisements à l'année qui sont identifiés sur le territoire marseillais et alentour, Canal 16 Lab, de cette façon manuelle, arrive à en traiter 500 kilos à peu près. Donc l'idée, c'est d'essayer de, à nouveau, créer une dynamique de coopération pour faire en sorte que ces capacités de production sur le territoire, elles puissent se développer de façon mutualisée et coopérative.
c'est les coopératives, c'est aussi d'autres, de nouveaux modèles économiques, beaucoup plus éthiques, voilà, avec une redistribution du bénéfice, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on pousse très largement et c'est quelque chose qui est assez revenu aujourd'hui, la coopération. Ce matin, on a parlé de SIC aussi. Donc voilà, c'est des modèles qu'on voit revenir un peu partout aujourd'hui. Donc déjà, on est très content parce qu'on se dit qu'on n'est pas hors sol, quoi. Voilà, je te repasse la parole. Et du coup, merci Lucas. Pour conclure, je voulais proposer une petite discussion. Donc déjà, je rappelle très brièvement, notamment que les motivations et leviers de communication étaient particulièrement autour des vulnérabilités et de la résilience. Je voulais proposer une petite discussion. C'est bon ou pas? Ouais. Ok. Une petite discussion sur quelque chose que j'ai observé dans certains discours parmi mes cas d'études issus de grandes entreprises. Donc à nouveau, il y a une limite là dans ce que je vais dire, c'est que c'est pas une tendance sur cette typologie d'acteurs. Mon échantillon ne me permet pas de dresser des tendances. Ce que j'ai observé, donc, c'est un discours où il y avait deux discours différents en un seul. Un discours dans lequel les démarches low-tech sont connues et décrites comme des transformations systémiques qui répondent à des problématiques systémiques aussi connues et décrites par les acteurs. Mais quand ces acteurs décrivent leur intégration ou leur projet d'intégration de démarches low-tech, les démarches low-tech sont simplement un outil de transition du système qui va adresser certains points, améliorer certains points, optimiser certains points, mais qui ne va pas chercher la transformation du système. Et donc, ces deux discours qui sont un peu dissonants l'un envers l'autre. Et donc, je propose plusieurs explications possibles. Déjà, le fait qu'une intégration de démarche low-tech transformatrice, c'est très dur de s'imaginer ce que ça peut signifier. On n'a pas d'exemple aujourd'hui. Ces acteurs-là ne peuvent pas l'imaginer ni en parler autour d'eux parce qu'ils ont des verrous monstrueux dans leur système qui sont dans un paradigme complètement différent. Autre explication possible, ça peut être aussi une stratégie de communication, de ne pas chercher à travailler cette intégration comme quelque chose de transformateur parce qu'ils ne pourraient pas mobiliser autour d'eux. Et donc, ça ne pourrait pas fonctionner. Ou sinon, ça peut aussi être simplement un projet de société qui est différent des démarches low-tech, qui décrivent les démarches low-tech telles qu'ils les lisent dans la littérature et telles qu'elles sont décrites communément, mais leur projet personnel est différent. Donc ça, je ne sais pas quelle explication est la bonne. Tout ce que je propose, en tout cas, c'est qu'il y a des risques à cette dualité, qui est non seulement la perte du potentiel transformateur de ces démarches, si elles sont décrites par ces acteurs comme des transformations systémiques, en ne les utilisant pas telles quelles, elles perdent ce potentiel transformateur. Et puis, il y a donc ce risque de récupération et de neutralisation du terme démarche low-tech, si on les considère effectivement comme des démarches transformatrices. Et donc, j'ouvre le débat là-dessus. Enfin, il est déjà un peu ouvert au sein du mouvement low-tech. Mais de quelle manière est-ce qu'on utilise ce terme démarche low-tech et avec quels objectifs donc, dans ces contextes industriels? Pour conclure, donc, on a vu qu'il y a pas mal d'intégrations différentes qui dépendent forcément des contextes dans lesquels ça se passe, des acteurs qui les utilisent, que les vulnérabilités sont un levier majeur, une motivation principale identifiée aussi par ces acteurs, qu'il y a un risque associé, puisque adresser les vulnérabilités, c'est potentiellement rendre le système plus robuste, l'industrie plus robuste sans transformer son système. Et oui, bon, je m'étais noté que j'allais faire une petite ouverture sur ce que je prévoyais moi derrière ça, c'est essayer de construire une manière de faire un diagnostic du territoire, un diagnostic du système dans lequel l'activité socio-économique s'insère, et que ce diagnostic puisse permettre de comprendre un peu plus, justement avec une vision systémique, les enjeux, et essayer de proposer un outil donc, qui ne considère pas seulement l'industrie en elle-même, mais son système et son rapport à son territoire. Bon, voilà. À vos questions. Merci.